Est-ce que tu as l'impression de ne pas aller assez vite vers l'indépendance financière? Tu vas travailler, tu mets de l'argent de côté pour tes REER, ton CELI, puis tu te dis, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je devrais pas essayer de faire un move pour aller plus vite? Est-ce que je devrais pas prendre un raccourci? Eh bien, aujourd'hui, l'épisode, on va parler de patience. On va parler surtout de pourquoi les gens patients deviennent riches. Si tu te reconnais dans cette situation-là, reste à l'écoute. L'épisode d'aujourd'hui va t'intéresser. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, oui, souvent, de mon côté, dans ma vingtaine, dans ma trentaine, je me suis souvent posé la question, est-ce que tout l'effort, tous les sacrifices que je suis en train de faire en valent vraiment la peine? J'habitais, par exemple, dans un condo mal éclairé, puis, tu sais, je faisais quand même un certain salaire rendu là, puis je me disais, Colin, je devrais-tu déménager, aller me chercher un peu plus de luxe? Je roulais aussi dans une voiture d'occasion. J'allais au garage quand la voiture brisait, puis je me disais, est-ce que je devrais me prendre une voiture plus récente, me prendre un prêt, puis aller peut-être même me chercher une voiture de luxe, parce que, bon, j'aurais les moyens avec le salaire que je fais d'aller me chercher un plus gros paiement. Puis je me demandais, ça vaut-tu vraiment la peine, là, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de vivre en dessous de mes moyens pour mettre de côté vers le futur? Ça va-tu vraiment changer quelque chose dans mon futur? Tu sais, je me posais souvent la question quand justement je cheminais. Peut-être que c'est votre cas aussi. La même chose, là, lorsque je mettais de l'argent de côté dans mes REER, mon CELI, je me disais, je devrais-tu comme en prendre une partie puis faire un voyage de plus, mettons, cette année? Me payer un peu plus de luxe dans ma vie, plus de sorties au resto. Même chose lorsque je travaillais, tu sais, puis je prenais à cœur, par exemple, de développer mes compétences, puis que je mettais du temps sur mon travail, tu sais, je me disais que oui, ça allait payer plus tard, mais en même temps, c'était difficile. Puis je me disais, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Est-ce que je devrais, au lieu, chercher plus à me divertir, tu sais, puis à me la couler douce, tu sais, dans le fond, j'ai les moyens, j'ai les revenus pour le faire, je suis pas obligé de travailler aussi fort. Donc, la réponse là, à toutes ces questions-là, c'est oui. Je suis absolument content aujourd'hui d'avoir fait ces sacrifices-là, d'avoir été patient, OK? Parce que la patience porte ses fruits. Partout où je suis allé semer petit à petit sur le long terme que j'ai fait pendant une longue période de temps, ça a été payant, OK? Puis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas des grands coups qui font en sorte qu'aujourd'hui, j'ai une liberté, que je suis travailleur autonome, que je peux travailler de la maison, que je peux faire des plans avec ma femme pour qu'on ne soit pas attaché à un travail, qu'on puisse plus voyager. Tout ça, donc, a valu la peine parce que je me retrouve aujourd'hui dans une situation financière qui me donne de la flexibilité. OK? Puis, l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder donc le titre de l'épisode, c'est Pourquoi les gens patients deviennent riches. Et en réalité, je prends le contenu aujourd'hui du chapitre 15 du livre Se libérer d'être fauché. En anglais, c'est Wealth is Patience. On va parler de la patience, puis pourquoi que la patience, c'est un élément clé pour s'enrichir. Je rappelle le livre Se libérer d'être fauché. C'est un livre dont j'ai fait chaque chapitre un à un dans des épisodes précédents du podcast. Vous pourrez retrouver, j'ai fait les 14 premiers chapitres, l'introduction. Et puis là, maintenant, on est rendu au chapitre 15. Wealth is patience et donc la richesse est égale à la patience. Okay? Le message central du chapitre, c'est que la richesse durable se construit lentement avec discipline, simplicité et constance. Le vrai secret, c'est pas dans le talent, le timing, l'intelligence, mais le temps plus les bonnes habitudes. On n'a pas besoin d'être un génie, on n'a pas besoin de faire des choses compliquées, sophistiquées. On a besoin de faire les mêmes choses sur une longue période dans le temps. OK?
Il y a une phrase qu'on entend souvent de l'équipe de Dave Ramsey, c'est en anglais « The quickest right way to get rich is to get rich slow ». La façon la plus rapide de devenir riche, c'est de le faire lentement. C'est contradictoire, mais en même temps, c'est vrai, la façon la plus rapide de s'enrichir, c'est de s'enrichir lentement. Je l'ai fait moi-même, j'ai passé à travers ce processus-là et j'ai essayé moi aussi dans le passé d'aller un petit peu plus rapidement. Puis souvent, je me suis fait brûler en fait en essayant de faire ça. Donc, je reviens toujours à ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver où je suis, c'est de faire les petites habitudes longtemps dans le temps. Ensuite, dans le chapitre 15, ce que l'auteur du livre nous dit, c'est que lorsqu'on est enfant, la richesse, souvent, on voit ça comme des signes visibles. Hein? On voit quelqu'un qui a plusieurs salles de bain dans sa maison, on voit quelqu'un qui a une piscine, quelqu'un qui a un deuxième frigo dans le garage, par exemple, et on se dit « Oh my God, c'est ça la richesse! » t'sais. Mais lorsqu'on grandit plus tard, on réalise que la vraie richesse est invisible. La vraie richesse, c'est avoir la paix financière, c'est avoir la tranquillité d'esprit. La vraie richesse, c'est avoir la sécurité. La vraie richesse, c'est avoir des options, avoir la liberté, la flexibilité. Donc, toutes des choses qui sont invisibles. C'est ça la vraie richesse, tandis que ce qu'on voit, c'est trompeur parce qu'on voit un signe visible de richesse. Par contre, en arrière, on n'a peut-être pas la paix, peut-être pas la sécurité, puis peut-être pas les options et la liberté, la flexibilité que vient la vraie richesse. La vraie richesse est invisible. Donc, beaucoup de gens ont l'air riches, mais sont financièrement fragiles. Okay? Ça, c'est le premier message dans ce chapitre-là. Ensuite, la richesse n'est pas prédestinée. C'est-à-dire, on pourrait penser, lorsqu'on est jeune, une des premières choses qu'on peut se dire, c'est que, moi, je suis pas riche, dans ma famille, on n'est pas riche, donc c'est pas possible pour nous de s'enrichir. L'auteur dit absolument pas. Dans son cas, lui, il a commencé avec 40 000 $ en dette, puis 10 ans plus tard, il s'est retrouvé millionnaire sans dette, et puis en suivant exactement son plan qui est boring, son plan qui est de la patience, c'est-à-dire ne pas utiliser l'endettement, investir pour la retraite, être patient, vivre en dessous de ses moyens. C'est pas vrai qu'on est prédestiné, mais il faut quand même faire un effort conscient. Ça ne va pas nous tomber dessus par hasard qu'éventuellement, on va avoir la vraie richesse. Il faut faire un effort conscient. La richesse, c'est un processus. Ce n'est pas un héritage. Okay? Ce n'est pas couler dans le béton. Si aujourd'hui, on a 0 $ en banque, dans le futur, ça dépend de nous si on peut accumuler la richesse, obtenir la richesse. Troisièmement, dans le chapitre, l'auteur dresse un portrait alarmant des finances personnelles des Américains. C'est un livre, évidemment, américain, donc on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. 26 % des Américains ont 0 $ de côté pour la retraite. 48 % ont moins de 10 000 $ en épargne. Donc, presque la moitié ont moins de 10 000 $ en épargne de côté. La majorité des Américains ne sait même pas combien elle aura besoin à la retraite. Okay? On n'a jamais vraiment pensé à ça. On travaille, on vit au jour le jour, de paye en paye. Puis, on n'est pas au courant de combien on a de besoin. On se fie un petit peu au système pour subvenir à nos besoins à la retraite. Et puis, bien, le constat aussi de l'auteur, c'est que la sécurité sociale, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, eh bien, c'est insuffisant pour avoir une retraite confortable. Oui, ça va nous empêcher de mourir de faim, mais est-ce que ça va nous donner la qualité de vie vraiment à la hauteur du travail qu'on fait durant notre vie? On se doute que ça ne sera pas suffisant et puis c'est pour ça qu'on parle de finances personnelles ici sur indépendance financière et hypothèque et c'est pour ça que l'auteur a écrit ce livre-là. Si tu ne fais rien consciemment, le système ne s'occupera pas de toi. Okay? Donc ça, c'est la partie ici numéro 3 du chapitre. Ensuite, autre constat que le chapitre 15 nous dit, c'est que le plan simple, mais pas sexy pour bâtir la richesse. Okay? Il nous donne un plan, finalement. Puis c'est le plan, les baby steps de Dave Ramsey. On revient souvent avec ce plan-là. Donc,
Après là, avoir réglé la question de l'endettement, c'est-à-dire on n'utilise pas l'endettement pour la consommation. Ensuite, après avoir réglé le fonds d'urgence, on a payé toutes nos dettes, on a même accumulé un fonds d'urgence. L'idée là, pour bâtir sa richesse, c'est d'investir au minimum 15% de son revenu brut, le mettre de côté pour la retraite. OK? Puis là, ici même, aux États-Unis, ils arrivent avec une formule assez simple. On devrait prioriser, mettre l'argent sur ce que l'employeur cotise à hauteur égale de ce qu'on va cotiser. On appelle ça le match de l'employeur. Ça arrive qu'à notre travail, on peut cotiser pour notre retraite, puis l'employeur va mettre le montant égal. Donc, on devrait en priorité mettre notre argent à cet endroit-là. Parce que si on met 1 000 notre employeur met 1 000 bien c'est 1 000 de plus de gagner. C'est difficile de faire un rendement égal nulle part ailleurs. Donc, si notre employeur met un match sur ce qu'on cotise pour notre retraite, on est mieux de mettre en priorité notre argent-là. Donc, ensuite, on va prioriser le REER, le CELI, donc les régimes enregistrés. Ensuite, si on veut cotiser encore plus, bien là, on peut aller dans le non enregistré, on peut aller vers rembourser notre hypothèque plus tôt, on peut aller vers justement, évidemment, après ça, on peut mettre les REEE qui sont importants. Bon, ça, c'est un peu le plan de base. Je passe rapidement ici là, parce que le but de l'épisode, ce n'est pas de parler nécessairement du plan en 7 étapes, les baby steps de Dave Ramsey en détail, mais c'est plutôt parler de patience. Puis évidemment, l'idée d'investir pour la retraite, ça demande de la patience. C'est pas excitant, c'est pas rien qui va du jour au lendemain comme la crypto, quadrupler notre investissement en peu de temps. C'est évidemment, on vise faire du 7, 8, 9, 10 % Aux États-Unis, eux, ils ont un très bon marché boursier. On parle souvent avec Dave Ramsey de faire du 10 %. Nous, au Canada, on est plus conservateur, je pense, autour de 6, 7, 8 %, dépendamment des frais de gestion qu'on paye, puis de notre profil d'investisseur. Mais ça reste le même principe. On veut investir pour le long terme, pour la retraite. On veut faire ça pendant longtemps. C'est ça qui va faire en sorte qu'on s'enrichit. OK? On veut éviter les stratégies complexes. On ne veut pas timer le marché. Puis on veut automatiser ça pour qu'il y ait une constance dans le temps le plus longtemps possible. 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, si c'est le temps qu'on a pour travailler, bien ça va définitivement faire des petits, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir une retraite à la hauteur de ce qu'on a travaillé. Ensuite, dans le chapitre, on va parler, les millionnaires ne sont pas spéciaux. OK? L'équipe de Dave Ramsey a fait une étude avec plus que 10 000 millionnaires et ils se sont rendus compte que 80 % de ces millionnaires-là aux États-Unis se sont rendus riches via leur régime de retraite. Donc, c'est rien de compliqué quand on dit « Ah, REER, CELI, c'est pas ça qui est payant ». Ben, dans les statistiques, c'est la majorité des millionnaires qu'on voit, c'est le millionnaire d'à côté. Hein? Vous irez lire le livre « Le millionnaire d'à côté ». C'est de ça qu'on parle, c'est la majorité des gens qui accumulent plusieurs millions pour la retraite, ils sont devenus riches comme ça via leur régime de retraite, en mettant de côté, en achetant leur propriété, leur résidence principale, puis en mettant de côté dans les REER. Okay? 80 % des millionnaires. Ensuite, 79 % ont même cité que c'est la constance à long terme qui est la clé. Okay? C'est pas un move spécial, c'est pas d'aller en crypto, c'est pas d'avoir eu l'éclair de génie, c'est pas non plus nécessairement des hauts revenus. Faut pas nécessairement être un médecin ou avoir un avocat puis faire des centaines et des centaines de milliers de dollars par année. Non, c'est pas ça qui est la clé nécessairement pour être millionnaire. C'est la constance à long terme. Okay? Ce sont des gens ordinaires avec des habitudes extraordinaires. C'est ces gens-là qui réussissent à accumuler un patrimoine, qui deviennent millionnaires. Ensuite, la puissance du temps et de l'intérêt composé. 80 à 90 % de la richesse finale d'une personne provient de la croissance, pas nécessairement des cotisations. La croissance, l'intérêt composé, c'est puissant. Puis là, l'auteur ici donne un exemple frappant. On investit, par exemple, 10 000 $ à 22 ans.
Si on le laisse là pendant 40 ans, ce 10 000 $-là va devenir 450 000 $. C'est l'exemple que l'auteur écrit dans son livre. C'est frappant parce qu'on gagne 440 000 $ de cette façon-là à partir de 10 000 $ en l'espace de 40 ans. Le temps, c'est l'ingrédient principal, pas nécessairement le montant. Donc, c'est pour ça que quelqu'un avec des revenus moyens, s'il est capable de mettre un montant modeste de côté sur une longue période, on va être capable d'avoir des beaux résultats avec le temps à la fin. Ensuite, l'auteur nous parle de la métaphore de la mijoteuse. Il dit que dans le monde actuel, on veut tout rapidement. OK? Ça, c'est l'équivalent de faire chauffer notre nourriture au four micro-ondes. Ensuite, il dit que la richesse, c'est un type de plat spécial. La richesse, ça se mijote. OK? On doit faire cuire ça à la mijoteuse, comme certains plats préparés ne vont pas fonctionner, ne vont pas être bons si on les fait chauffer au four micro-ondes. La richesse, c'est la même chose, ça va prendre du temps. On doit utiliser la mijoteuse. Donc, on a besoin de discipline, de simplicité, de patience et de temps qui va faire en sorte que notre plat, à la fin, va être bon. OK? Micro-ondes versus mijoteuse. L'auteur ici utilise cette métaphore-là. Et puis, dans le monde de l'investissement, la richesse, on va opter pour la mijoteuse et non le micro-ondes. En conclusion, la conclusion du chapitre, la richesse commence par la croyance que c'est possible. Okay? Il faut évidemment pas être défaitiste puis penser que c'est seulement lorsqu'on vient d'une famille nantie ou lorsqu'on fait des très hauts revenus que c'est possible d'accumuler une richesse. Non, même avec un salaire moyen, c'est possible avec une discipline puis des habitudes constantes. Rien de compliqué. Il faut refuser aussi les solutions qui sont trop belles pour être vraies. Il faut faire attention pour ne pas se laisser entraîner dans des solutions qui ont l'air trop belles pour être vraies. On peut se casser la gueule de cette façon-là. On peut se faire avoir. Soyez prudent avec ça, la simplicité. Allez-y avec des choses que vous comprenez. On ne va pas aller investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, pour comprendre, ça prend du temps, ça prend de l'éducation ou ça prend vraiment quelqu'un de confiance qui va nous aider à nous éduquer, qui va nous aider à nous donner l'information qu'on a besoin pour aller en confiance avec nos investissements, aller en confiance avec notre futur. Donc, la richesse, c'est des habitudes constantes, le refus des solutions trop belles pour être vraies. Okay? Si c'est trop beau pour être vrai, ben c'est souvent que ça ne l'est pas. Okay? Puis que ça ne va pas marcher. Puis après s'être trompé comme ça peut être décourageant. Puis c'est là qu'on abandonne, puis qu'on oublie l'idée de devenir riche. Puis que, ben voilà, si on abandonne, on ne va pas accumuler de richesse. Il faut mettre les éléments en place qui vont nous permettre de garder la route. On sait que c'est la constance dans le temps. Donc, pour être constant, on va mettre les chances de notre côté, on va éviter les excitations du côté des finances personnelles, on va éviter les choses un peu hors du commun ou qu'on ne comprend pas bien ou est-ce que c'est trop beau pour être vrai. On va mettre ça de côté, puis on va se concentrer sur ce qu'on comprend, puis on va se trouver une façon de faire qui nous convient pour aller vers la richesse. Donc, si vous trouvez ça plate, où est-ce que vous êtes en ce moment, parce que, bon, vous vous posez la question, est-ce que je vais assez vite? Puis, donc, est-ce que vraiment ça va faire en sorte que je vais un jour avoir de la flexibilité dans ma vie? Bien, si vous posez la question, c'est probablement que vous êtes sur la bonne voie. OK? Si vous trouvez ça plate, parce que c'est pas supposé être excitant s'enrichir, c'est la patience qui fait qu'on va s'enrichir. Donc, probablement que vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas celui qui va le plus vite qui gagne, c'est celui qui n'abandonne pas, comme j'ai dit. Ensuite, je donne des exemples ici de patience. OK? Par exemple,
vouloir acheter sa maison, mais on ne fera pas ça à tout prix. On va attendre d'avoir un emploi stable, avoir un emploi où est-ce qu'on n'est pas inquiet de perdre son emploi, qu'on n'est pas inquiet de son revenu futur. Et puis, on va attendre aussi d'avoir accumulé sa mise de fonds. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher à vouloir emprunter 100% de la mise de fonds pour acheter notre propriété. On va utiliser la patience. On va mettre de côté notre mise de fonds. On va attendre d'avoir un emploi stable, puis après ça, on va acheter. Autre exemple de patience, lorsqu'on apprend sur l'investissement, lorsqu'on entend parler l'intérêt composé, tout ça, on a hâte de commencer. Mais un exemple de patience, c'est peut-être qu'on devrait regarder, est-ce qu'on a des dettes de consommation? Est-ce qu'on a un prêt étudiant? Est-ce qu'on a des dettes sur des cartes de crédit, un prêt voiture? Bien, si on veut tout de suite aller investir, puis qu'on a ces dettes-là qui traînent en arrière, on est mieux de prendre la décision d'arrêter l'endettement, de rembourser ces dettes-là, puis après ça, vraiment d'aller investir pour pouvoir se concentrer, faire les choses dans l'ordre, utiliser la patience. Donc ça va vraiment nous aider. Évidemment, on ne veut pas se sortir de l'endettement pendant 5 ans. Il faut se faire un plan sérieux là, qui va durer maximum 2 ans parce qu'on veut commencer l'investissement le plus tôt possible. OK? Trompez-vous pas. Lorsque je dis qu'il faut attendre avant d'investir, de se libérer de l'endettement, d'accumuler sa mise de fonds, idéalement, c'est ça. On veut vraiment régler ça, puis après ça, investir. C'est un autre exemple de patience. Ensuite, avoir un fonds d'urgence, comme je viens de dire, en priorité. Encore là, on ne va pas accumuler un fonds d'urgence pendant 2, 3, 4 ans sans investir. Hein? On va vouloir faire ça. Accumuler un fonds d'urgence, là, ça devrait prendre maximum 6 mois. Donc, on fait ça en priorité, puis après ça, on est prêt à investir. Mettre 15 à 20 % de côté année après année. OK? Ça, c'est un autre bel exemple de patience. Ça veut dire que c'est pas excitant. Année après année, on met 15 à 20 % de notre revenu brut pour la retraite. Puis, il n'y a rien d'excitant là-dedans, mais c'est ce qui va faire qu'on va se rendre à la fin avec un beau patrimoine, avec de la flexibilité. Ensuite, accumuler l'argent avant d'acheter sa voiture, accumuler l'argent avant de voyager, accumuler l'argent avant de rénover. OK? Ça, c'est d'autres beaux exemples de patience. OK? La patience, c'est ce qui fait qu'on s'enrichit. Les partenariats, OK? Il y a beaucoup de gens qui disent pour aller plus vite, ce qu'on pourrait faire, c'est se mettre ensemble pour acheter, par exemple, de l'immobilier ou pour acheter une maison ou pour faire quoi que ce soit. Attention aux partenariats, c'est des projets qui sont un peu plus risqués dans le sens qu'on n'aura pas sur le long terme peut-être les mêmes intérêts que nos partenaires avec qui on s'associe. Okay? Il peut y avoir des chicanes, il peut y avoir des setbacks, puis il peut y avoir du découragement qui fait qu'on ne tiendra pas la route. Okay? Je ne dis pas que les partenariats, c'est complètement à éviter, mais faire attention lorsqu'on va y aller avec des partenariats pour acheter un chalet, pour acheter un immeuble locatif. On peut se casser la gueule malgré que, c'est ça, parfois, ça peut être bénéfique de justement faire des erreurs si on persiste. L'important, c'est de continuer, de ne pas abandonner. Mais lorsqu'on fait des erreurs, parfois, ça peut être difficile de garder la route. On peut se décourager avec des partenariats. On peut, oui, peut-être aller un petit peu plus vite. Par contre, faire attention de ce côté-là pour pas qu'on ait des mauvaises expériences puis qu'on se décourage puis qu'on se dise « Ah, finalement, l'immobilier, c'est pas pour moi. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché parce que ça n'avait pas fait d'argent avec ça. Puis c'est ça, j'ai eu de la chicane avec mes amis. » Si vous voulez un plan très boring, OK, pour vous enrichir, je vous rappelle que j'ai un plan en 5 étapes. Vous pouvez aller sur mon site web, frédériclacharité.com/5 étapes. C'est une version du plan des baby steps de Dave Ramsey. Okay? C'est-à-dire, on se libère de l'endettement, on accumule notre mise de fonds, on achète notre propriété, on investit pour la retraite, on investit pour notre indépendance financière, on rembourse notre hypothèque. Donc ça, c'est le plan que je recommande pour quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. Ensuite, si vous vous sentez prêt à acheter, vous n'avez pas encore votre propriété, vous voulez acheter votre première propriété, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel initial, vous voulez confirmer avec moi pour savoir si je pense que vous êtes prêt, on pourra en discuter. Si vous suivez déjà le plan, OK, puis vous avez déjà votre propriété, vous sentez que vous êtes déjà patient,
ce que j'ai dit aujourd'hui, ça vous rejoint parce que peut-être vous faites déjà tout ça, mettre de côté pour la retraite, accumuler l'argent avant d'acheter la voiture, vous faites déjà tout ça, puis vous avez entendu parler de la manœuvre Smith, OK, une stratégie avancée, bien, peut-être que vous êtes un bon candidat. Là, vous êtes patient, vous voulez utiliser votre hypothèque pour investir sur le long terme. Peut-être que la manœuvre Smith est une belle option pour vous. Vous pouvez aussi m'appeler pour ça ou aller voir mon mini-cours en 7 modules sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!